Bonsoir, soyez les bienvenus dans le grand dossier avec cette question ce soir. La France est-elle une cible prioritaire de Vladimir Poutine ? Oui, pour le chef d'état-major de nos armées. On ne peut plus clair aujourd'hui. Lors d'une prise de parole, c'est très rare devant la presse. Il affirme que la Russie est une menace durable et proche. Mise en garde qui intervient dans une longue séquence consacrée cette semaine à la menace russe et avant le discours d'Emmanuel Macron dimanche, veille de 14 juillet. Une menace protéiforme et qui pèse jusque dans notre vie quotidienne, vous le verrez. Quel est l'état de l'armée française ? Notre armée peut-elle faire face malgré les fortes contraintes budgétaires ? Comment la France se prépare-t-elle et comment les nouvelles technologies redessinent-elles les armées et même la guerre ? On en parle avec nos invités. D'abord, écoutez Thierry Burkhardt. Pour lui, la bascule s'est opérée il y a un peu plus de 3 ans, lors de l'invasion de l'Ukraine. Consciemment ou inconsciemment, aujourd'hui, en fait, il y a une forme d'accoutumance à la violence qui augmente. Et que si vous réfléchissez dans ce que vous présentez dans vos médias, est-ce qu'il y a 5 ans, vous auriez considéré normal qu'un État tire 300 missiles sur un autre et qu'en fait on dise que c'est pas très grave parce qu'en fait il y en a 95% qui avaient été interceptés. En fait, c'est très grave et c'est pas normal. Voilà pour ces propos très clairs. La grande muette qui parle, par définition, c'est rare. Et on a suivi cette intervention de Thierry Burkhardt à la demande du président qui lui a demandé d'intervenir devant la presse au terme d'une longue séquence cette semaine, notamment l'accord signé hier entre Paris et Londres sur la coopération nucléaire. On en parle avec nos invités autour de la table de Christine Dugouin-Clément. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse pour la chaire risque à l'IAE Paris-Sorbonne Business School pour le CRGN également, et vous êtes auteur de Géopolitique de l'ingérence russe, et il en sera évidemment question ce soir, paru au PUF. Le général Nicolas Richoux, bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien commandant de la 7e brigade blindée, et Charline Hurel, bonsoir Charline, journaliste TF1 LCI, chargée de la défense. Alors c'est une intervention très rare, la dernière fois que le chef d'état-major des armées s'était exprimé en public, c'était en 2021, c'était pour parler de sa vision stratégique. Charline, peut-être pour faire un point, comment expliquer cette accélération ? On sent que le tempo n'est plus le même depuis le début de la semaine. Il a fallu parler aux Français et parler bien. Vous le disiez, déjà une prise de parole assez rare de la part du général, mais surtout inédite, puisqu'avant le 14 juillet, c'est la première fois que le chef d'état-major des armées prend la parole avant le président de la République. Et c'est là où c'est intéressant. Lui a donné sa vision de la menace qui pèse sur la France. Évidemment, ce qu'on attend dimanche soir avec le discours d'Emmanuel Macron, ce seront les moyens pour mettre en œuvre tout cela face à cette menace. Ouais. Mais vous y étiez, cette conférence de presse, vous avez senti une tension ? Exactement, alors une centaine de journalistes accrédités quand même, et puis le général, encore une fois, lorsqu'il prend la parole, on l'entend tellement rarement qu'on sait qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors évidemment, une nouvelle vision stratégique de la France, mais avec des annonces fortes, mais surtout les mots qu'il employait. On avait rarement entendu ces mots-là, en tout cas dans la bouche du général et d'un général d'état-major plus largement. Général, vous avez été surpris effectivement par la simplicité, le côté très direct des mots utilisés aujourd'hui ? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est des termes militaires et donc c'est de la franchise militaire. Alors il faut bien comprendre que ça a été coordonné avec le président de la République. C'est lui qui lui a demandé. Il y a une chorégraphie, bien entendu. C'est-à-dire que lui, il nous expose, le général Burkhardt nous expose aujourd'hui la menace, il nous rappelle un certain nombre de choses. Ensuite, à charge du président de la République, qui est le chef des armées, de nous tracer la voie et de nous dire, regardez, voilà les défis et voilà ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et donc ça, je pense que c'est plus le discours du 13 juillet. Donc il y a une chorégraphie à deux qui est intéressante. Alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le général Burkhardt, on l'entend pas souvent. Je veux dire, donc c'est une parole rare, donc c'est une parole qui porte, mais portée avec la simplicité d'un langage de soldat, qui parle sans embâche, sans langue de bois, et qui nous explique les menaces, tout simplement. C'est celle qu'on dit certes là-dessus sur le plateau tous les jours, mais quand c'est le chef d'état-major des armées qui en parle, ça veut dire que on n'est pas que dans le domaine du fantasme sur les plateaux. On voit également ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'ordre international
est en miettes. Oui, c'est clairement une alerte et je vous ai vu réagir à ce qu'on a entendu à l'instant où il explique qu'il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé parler quotidiennement d'un pays qui envoie des drones sur un autre. Oui, absolument. Nous, on est en paix depuis 80 ans. Alors, on a eu des guerres périphériques, on a eu des guerres de décolonisation, mais la guerre du Vietnam, c'était très loin de nous, etc. etc. Mais imaginez qu'en Europe, en fait, à 2000 km de la France, eh bien, aujourd'hui, on envoie, alors c'est même pas 300, c'est 500 drones ou missiles sur un pays qui est agressé, comme si on était 80 ans avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est véritablement quelque chose de nouveau. Et puis en plus de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité, on voit que là, tout a explosé et que c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et donc là, maintenant, eh bien, les armées françaises en tirent, bien entendu, les conséquences. Et donc, c'est une parole politique avant tout, oui, qui est intéressante à observer. Il est question de menaces extrêmes. Ça a été dit également pendant le sommet franco-britannique qu'on a suivi cette semaine. Quelle est cette menace précisément ? Elle se pose à plusieurs niveaux. Là, on a entendu le chef d'état-major, donc, qui est le patron des armées. Donc on a cette pression militaire avec un conflit qui est actif en Ukraine, dont on voit que malgré quelques annonces de réduire et de régler les choses en 24 heures, on en est très très loin. C'était pour Donald Trump voilà. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche. Voilà, alors on nous annonce de grandes déclarations pour lundi, on verra la nature de ces déclarations-là. Au demeurant, on a le volet militaire, on a tout un volet qui est beaucoup plus large et qui d'ailleurs peut aller et se glisser sur des pays avec lesquels on n'est pas dans une conflictualité ouverte de la part du Kremlin, avec tout un volet informationnel qui est très fort et qui va toucher différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va toucher aussi bien des groupes sociaux spécifiques que essayer de porter une forme d'ingérence dans les processus démocratiques, dans les élections, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, parce que là aussi il faut essayer d'arriver à garder la tête froide sur cette amplitude-là. On a un volet économique et puis au-delà de ça, ce que l'on a, c'est vous avez parlé tout à l'heure, Général, d'un ordre international qui était mis en miettes. Je ne sais pas s'il est mis en miettes, mais en tout cas ce que l'on voit, c'est une tentative de faire pivoter et de faire changer notamment les règles de droit international en faisant cette opposition que l'on va avoir là et en jouant en plus pour essayer d'avoir des appuis sur différents pays de la zone Moyen-Orient et continent africain. Et l'Amérique latine n'est pas épargnée non plus. On a aussi quelques petites poussées intéressantes. Alors vous avez évoqué l'étendue de ces menaces qu'on va voir en détail dans un instant avec vous, Charline, mais d'abord je voudrais qu'on écoute à nouveau Thierry Burkhardt qui explique pourquoi la France est aujourd'hui une cible prioritaire pour le Kremlin. Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines, et elle constitue à ce titre une menace, ou presque toute, une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Ça fait partie de la prise de conscience nécessaire de se rendre compte que dans le viseur de Vladimir Poutine, il y a la France. Oui, et puis je pense que c'est vrai, parce que la France aujourd'hui exerce une certaine forme de leadership, en tout cas au sein de l'Union européenne. Il y a un deuxième pays qui est à peu près équivalent au nôtre, qu'on connaît bien, c'est le Royaume-Uni, mais qui n'est plus dans l'Union européenne. Mais la France, elle a une position particulière. D'abord, elle a une espèce d'autonomie stratégique vis-à-vis des autres pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas aux ordres de l'OTAN ou aux ordres des Américains. Deuxièmement, on est une puissance nucléaire et complètement autonome. C'est-à-dire que si le président de la République dit « j'appuie sur le bouton », il appuiera sur le bouton. Et il ne demandera pas ni à Trump, ni à qui que ce soit. Donc on ne transporte pas la bombe de l'OTAN, on ne fait pas partie des plans de défense nucléaire de l'OTAN. On a notre autonomie complètement. Et ensuite, dernier point, on a un modèle capacitaire qui reste complet. Et donc, on est capable aussi de payer le prix du sang. On l'a montré ces dernières années. Donc on est une puissance aujourd'hui d'entraînement, j'allais dire, en Europe. On ne peut pas dire qu'on est suivi extraordinairement par tous les pays européens, mais effectivement, la France a une position singulière et c'est celle qu'on a depuis finalement l'époque du général de Gaulle. Et c'est ça qui irrite précisément Vladimir Poutine et qui nous désigne comme l'une de ses cibles prioritaires ?
Alors, c'en est un des points. Je pense qu'il faut aussi ajouter une position qui a été extrêmement claire sur le dossier ukrainien depuis au moins 2022, avec un rôle assez particulier, voire même préalablement. Et l'Ukraine reste non pas un caillou dans la chaussure, mais un menhir dans la tongue de Vladimir Poutine à l'heure actuelle, puisque on voit bien que malgré ce qui est amené de toute puissance, l'Ukraine, qui est présentée comme un non-pays par Moscou, continue de résister. Donc on a tout ce volet-là. Et puis on a aussi, alors même si elle a besoin d'être relancée, mais on a une industrie de défense avec quelques fleurons qui font que si on les relance, ça participe à pas simplifier les choses. Mais le fait d'être une puissance nucléaire rentre très fortement là-dedans aussi. Alors sur l'étendue des menaces, Charline, je vous propose de rejoindre, de venir ici au tableau pour voir précisément, parce que c'est vrai que le chef d'état-major des armées a donné un vaste panorama de toutes les menaces auxquelles nous devons faire face. La première, c'est la menace militaire. Exactement, la menace militaire, donc essentiellement qui vient de Russie, avec des menaces qui se jouent à la fois dans les airs, mais sur l'eau. Donc on voit l'océan Atlantique, la mer Baltique évidemment, avec des navires de renseignement russes qui sont fréquemment là. Vous le voyez sur l'image, le sous-marin nucléaire d'attaque russe qui viennent prendre du renseignement. Et puis il y a dans les airs, alors un cas particulier, toujours en mer Baltique, il faut se rappeler qu'un avion de l'armée française a été illuminé, c'est-à-dire qu'il a été visé par des missiles russes. Évidemment, ils n'ont pas tiré, mais c'est une grave agression. Et donc tout cela qu'on joue dans ce qu'expliquait évidemment le général. Oui. La menace informationnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Alors la menace informationnelle, là on va se rediriger un petit peu plus évidemment vers l'Afrique, parce qu'il y a toujours la Russie qui est en sous-main, mais en Afrique, ce qui se passe, c'est qu'il y a une claire déstabilisation. Les Français qui sont fréquemment ciblés, d'ailleurs la France qui a dû abandonner ses bases aussi, certaines de ses bases en Afrique. Oui, on se souvient de drapeaux français qui étaient brûlés et immédiatement remplacés par un drapeau russe. Donc là, comme disait le général, il n'y a pas de scénario à avoir. Voilà ce qui se passe en tout cas en Afrique. Ça alerte beaucoup aussi l'armée française à ce niveau-là. Et puis il y a une menace qu'on imagine plus diffuse, plus sournoise et qui pourtant est tout aussi dangereuse et qui nous touche quotidiennement. Et c'est peut-être celle-ci sur laquelle on devrait focaliser le plus, parce que c'est ce qu'on appelle alors la guerre hybride. Ça ne dit pas souvent quelque chose, mais ce sont plein de tentatives qui sont donc attribuées au gouvernement russe, au Kremlin, avec des hackages par exemple, des hôpitaux qui ont déjà été hackés, avec des symboles qui ont été dessinés qui finalement visaient à déstabiliser la société. C'était l'affaire des Moldaves qui avait été arrêtée après ces étoiles de David. Là. Exactement, c'est cela. On avait aussi une note du renseignement qui faisait état d'avoir des Russes qui tentaient aussi d'assassiner sur le territoire national des opposants russes. Donc on voit véritablement toute l'influence que la Russie et la déstabilisation qui est en train d'être menée en France. Oui, il a même fait part, le chef d'état-major des armées, de cette affaire des fameuses punaises de lit qu'on avait beaucoup évoquées au moment des Jeux Olympiques, mais ça avait contribué à déstabiliser ou en pleine préparation pour les JO. Finalement, ça s'était très bien passé. Mais c'est important, et merci beaucoup Charline de nous avoir montré un peu l'étendue de ces menaces. Ce sont des menaces totalement protéiformes. Une réaction peut-être sur cette guerre multidimensionnelle que mène la Russie ? Ça a été théorisé par les Russes, la guerre hybride. Donc ils mettent en œuvre quelque chose qu'ils ont théorisé eux-mêmes, c'est-à-dire sur tous les champs possibles, économique, informationnel, cyber. Et souvenez-vous, il y a également des tentatives à Paris, les mains sur le monument de la Shoah, les étoiles de David en 2023 qui étaient floquées sur des murs, les cercueils au pied de la Tour Eiffel. On avait même, je crois, un ressortissant d'Europe de l'Est qui s'est fait sauter dans un hôtel à côté de Roissy, me semble-t-il, en train de manipuler des produits un petit peu dangereux. Donc effectivement, ils sont dans tous les champs et ils ont un véritable pouvoir de nuisance. Et c'est ça en fait. Ils ont un véritable pouvoir de nuisance. Il reste une grande puissance sur le plan nucléaire. Pour le reste, c'est quand même une puissance résiduelle, non, mais qui fait feu de tout bois dans tous les domaines pour pouvoir exercer le maximum de nuisance sur les pays occidentaux. Ce terme de nuisance, c'est précisément celui que Thierry Burkhardt a utilisé dès le début de la conférence de presse en disant c'est une puissance de nuisance et pas une puissance de construction, et ça explique l'état du monde géopolitique en ce moment. Vous vouliez préciser quelque chose ? Oui, peut-être revenir. En fait, ils n'utilisent pas la terminologie de guerre hybride.
On parle de guerre non linéaire et on va parler de New Generation War. On est vraiment sur cette approche-là. Une guerre nouvelle génération? Oui, la terminologie va être celle-ci. Et ce que l'on va avoir, et c'est là où je pense qu'il faut bien le comprendre, c'est que on va jouer sur des temporalités différentes. Ça veut dire qu'on pourrait être extrêmement opportuniste quand vous avez un élément perturbateur qui arrive, les étoiles de David au cas particulier. On se rappelle que c'était pendant l'attaque du 7 octobre. Et ils vont faire aussi un autre travail qui s'inscrit sur le temps beaucoup plus long pour aller travailler sur quelque chose qui est déjà existant dans la société, mais pouvoir un petit peu mobiliser les perceptions. C'est notamment ce qu'on a pu voir sur le continent africain, sur différents pays d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est ce que l'on va voir. Et là, il y a eu une énorme restructuration qui s'est faite en 2022. C'est loin d'être anodin, notamment parce que les premiers mois de l'invasion massive n'ont pas donné les résultats escomptés. Vous avez entendu, et je sais que ça a été évoqué sur votre plateau, les purges du FSB, la restructuration du GRU, donc les services de renseignement extérieurs et puis militaires. Là, on l'a, et ce que l'on peut voir maintenant, c'est le déploiement de ces restructurations où on va travailler sur des recrutements nouveaux, où on va aussi travailler sur des déploiements dans d'autres pays en essayant d'avoir des approches avec des natifs, des locaux, que ce soit sur le continent africain, que ce soit en Amérique latine, et où on a aussi tout ce déploiement de ce qu'on appelle des agents jetables, c'est-à-dire des gens qui vont être recrutés sans forcément trop savoir pourquoi, pour une somme éminemment modique, pour aller mettre en place des actions qui ne demandent pas un niveau de compétence énorme. Faire un pochoir, c'est pas dingue. Aller participer à une manifestation, c'est pas fou. Aller casser des véhicules en Allemagne en faisant croire que c'est un mouvement politique, ou du moins qu'on le fait pour une revendication politique, ça coûte très peu cher. Donc on est vraiment sur ce travail-là, et ça, c'est quelque chose que l'on voit et qui s'est mis en place depuis 2007 avec ce très gros pivot, 2013 où on utilise l'Ukraine comme un gros laboratoire à ciel ouvert, et 2022 où là on déploie tous azimuts parce qu'on en a besoin et où on restructure pour être beaucoup plus efficient. Ce à quoi on assiste là, c'est une montée en puissance de ce patriotisme, de ce rêve d'empire à retrouver de Vladimir Poutine. C'est ce qui s'est dit d'ailleurs dans la conférence de presse, c'est que c'est vraiment sa logique qui est en train de s'imposer aujourd'hui. Il a fait en une vingtaine d'années un pays qui tourne à plein régime sur une économie de guerre surpuissante. Oui, absolument. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il y avait un rêve d'empire qui est, je dirais, le regret de la puissance disparue de l'Union soviétique d'abord. Et quand on regarde bien ce qu'ils font actuellement, on peut remonter même jusqu'à la période impériale. Parce que les territoires qui sont revendiqués aujourd'hui, bien souvent, sont des territoires qui datent de l'époque du tsar. Et donc, la Russie du tsariste avait des millions de kilomètres carrés et des dizaines de millions d'habitants en plus. Parce que ça, c'est très important, l'équation population. Et que par rapport à maintenant, ils en ont perdu en 1917-1920, parce qu'ils ont perdu la Finlande, la Pologne, les pays baltes, etc. Ils ont essayé de les reconquérir en 1939, et maintenant, et en 1991, patatrac, ils ont perdu tous les pays d'Asie centrale, l'Ukraine, la Bélarus, les pays baltes. Ils ont à nouveau reperdu des millions d'habitants, et donc je pense qu'il y a une très très grosse frustration sur le plan impérial, et que Vladimir Poutine aujourd'hui rêve plus de Catherine II et puis de Pierre le Grand que de l'ONU. Alors écoutez justement ce que dit Thierry Burkhardt. Voilà, la Russie, c'est une menace durable. La guerre en Ukraine pour la Russie est existentielle. Et elle veut absolument obtenir ce qu'elle a fixé comme objectif, ou au moins ce que Poutine a fixé comme objectif, avec probablement comme objectif ou état final recherché, si on parlait dans le vocabulaire militaire, affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. Là aussi, des mots très clairs, des mots militaires, mais au moins on comprend très clairement. Ce qu'il dit aussi, c'est que Vladimir Poutine se pose comme le chef de file de la désoccidentalisation du monde. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se pose comme étant une alternative à ce que l'on connaissait préalablement, alors en allant jouer sur tout ce que l'on peut avoir comme dossier sensible et historique, ce qui fait que vous avez une adaptation des narratifs qui seront poussés par la Russie ou par ses proxys. On vous parlera du double standard occidental, par exemple, au Moyen-Orient, on vous parlera du Cachemire sur le sous-continent indien, et puis on va aller sur tout ce qui sera anticolonialisme, anti-France, anti-américanisme sur le continent africain. Donc on va vraiment avoir cette adaptation-là. Et on joue aussi
Russie, du moins le premier cercle du président Poutine et ce qui est lancé, c'est de dire voilà, les Occidentaux c'est le chaos et nous c'est l'ordre. Donc on est allé en Ukraine parce qu'on était obligé, parce qu'on veut nous détruire. Donc c'est pour ça qu'on parle de menace existentielle, hein, c'est ce qui est à mener. Et au reste du monde, on dit voilà, que voulez-vous, le chaos occidental ou l'ordre que l'on vous propose, parce qu'on est un pays raisonnable. Et s'ils arrivent justement à faire cette inversion-là, on est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus risqué. C'est-à-dire que si aujourd'hui ou demain, la Russie faisait ne serait-ce qu'une petite morsure dans les pays baltes, si l'Union européenne ou l'OTAN ne réagissent pas, ça démontre quoi? Que ces structures n'existent pas. Donc on est dans un pivot complet et intégral de ce que l'on avait en ordre institutionnel préalable. Donc ça ne veut pas dire que ça se fera, mais dans le champ des possibles, ça pourrait être une forme d'accomplissement de ce que l'on a. On est vraiment sûr, on propose une alternative et on essaye de la mettre comme étant crédible. Et ce narratif, cette rhétorique, on l'a encore entendu aujourd'hui de la part de Dmitri Peskov qu'on écoute. Cette persistance de la part des dirigeants européens reflète le sentiment militariste, conflictuel et anti-russe actuel que nous ne pouvons que regretter. C'est exactement ça. C'est pas nous, c'est eux. Ah oui, non, mais c'est toujours la faute inversée. Ça, c'est typique. C'était soviétique et puis c'est maintenant russe. Il n'y a absolument aucun changement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ils sont agressés par l'Occident, ils sont agressés par l'OTAN. C'est notre progression vers l'Est qui les a perturbés, bien entendu. Mais à aucun moment, ils se posent la question de savoir pourquoi les pays qui étaient sous leur domination les fuient absolument depuis 1991. Mais quand on sait que la Pologne, par exemple, a été 50 ans libre en 250 ans d'histoire, on comprend pourquoi ils ne veulent pas revenir sous la domination russe. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on fait comme si on découvrait en fait cela. Vladimir Poutine, depuis les années 2000, il l'a dit très clairement, il n'a jamais rien caché. Je veux refaire la grande Russie. Donc tout le monde le savait. La Géorgie, on a laissé faire. L'Ukraine, tout le monde disait ça n'arrivera pas. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y avait pas dès le départ et pendant plusieurs années plutôt une volonté de rester dans un déni, de dire il ne le fera pas. Maintenant, on se retrouve avec cela. Ça a duré ça a mis un peu de temps en réalité à ce que les choses soient concrètement posées sur la table. Et le général, aujourd'hui, avec cette conférence de presse, le fait enfin. Il dit la France doit se mettre en ordre de marche et surtout faire face à cette menace. Mais cette menace, elle existe depuis plusieurs années maintenant. Alors, dans ce contexte, comment la France se prépare-t-elle face à cette menace entre contraintes budgétaires et besoin de réarmement? État des lieux complet à suivre dans un instant. Vous restez avec nous dans le grand dossier. Merci de nous rejoindre dans le grand dossier. Comment la France se prépare-t-elle face à cette menace russe durable? On en parle dans un instant, juste après les principaux titres de l'actualité en bref. Et d'abord l'émissaire américain Keith Kellogg qui se rendra en Ukraine à partir de lundi pour une visite officielle. Visite qui intervient alors que le président Donald Trump assure qu'il y aura des annonces fortes. Il vient de le redire avant de se rendre au Texas. Trump qui a récemment promis de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine et fait part de sa frustration à l'encontre de Moscou face au manque de progrès dans les négociations de paix. La prix Nobel de la paix iranienne, elle, dit avoir été directement et indirectement menacée d'élimination physique par les autorités iraniennes. Marges Mohammadi est en liberté provisoire depuis décembre pour raison médicale. Elle s'est confiée au président du comité Nobel. Les vacances commencent à peine en France et déjà les noyades atteignent un niveau inquiétant. Plus de 100 personnes en sont mortes ces dernières semaines, un bond probablement lié aux fortes chaleurs du mois de juin et qui touche notamment les adolescents. C'est le double de l'an dernier sur la même période. Enfin, les obsèques d'Olivier Marleix aujourd'hui à Annette en Eure-et-Loire en présence de François Bayrou, Bruno Retailleau, Yael Braun-Pivet ou encore Laurent Wauquiez. Plus de 1000 personnes ont assisté à ces obsèques. Le député Les Républicains a été retrouvé mort lundi à son domicile. Selon des sources parlementaires, une cérémonie religieuse devrait avoir lieu à Paris à la rentrée, mais la date n'a pas encore été précisée. Et nous a rejoint sur le plateau du grand dossier Vincent Crouzet. Bonsoir Vincent. Bonsoir Isabelle. Expert en renseignement. Vous allez réagir à cette déclaration, une des phrases très fortes. Il y en a eu beaucoup au cours de cette conférence de presse que vous avez suivie pour LCI Charline Hurel, celle de Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées. Très clair, écoutez. Si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne,
En fait, on se dit souvent que c'est une défaite occidentale. Je pense que ça devient de plus en plus, du fait de la posture américaine, quelque chose qui serait une vraie défaite européenne. Pour prendre une image et qui a déjà été utilisée, on deviendrait quand même un peu les herbivores dans un monde de carnivores. Et c'est pas une position très confortable de se retrouver en bout de chaîne alimentaire. Bon, là, c'est du langage que tout le monde peut comprendre. Est-ce que c'est ça qui nous menace réellement ? Là, nous sommes clairement définis comme les alliés de l'Ukraine, une bonne fois pour toutes. On n'a plus à se poser de questions, signifiant aussi que les Ukrainiens se battent pour nous à l'heure actuelle, que les vies ukrainiennes qui sont emportées dans le conflit sur le front le sont aussi à notre profit, au profit de la défense des valeurs européennes et des démocraties européennes. C'est très important, c'est un marqueur important qui se fait dans un temps qui n'est pas neutre. C'est 2-3 jours avant le 14 juillet. Avant le discours d'Emmanuel Macron. Tout l'exécutif de la sécurité et de la défense est mobilisé. Le début de la séquence a été l'interview du directeur général de la DGSE, Nicolas Lerner, par Darius Rojma mardi soir, qui était assez fort. C'est la première fois qu'un directeur général des services de renseignement extérieur français s'exprimait en direct sur une chaîne d'information, même à la télévision. Maintenant, il y a cet exercice qui était assez inédit. Enfin, je ne sais pas si Nicolas le confirme. Du 2021, la dernière fois. Sa parole est extrêmement rare, donc elle porte, à mon avis, d'autant plus, parce que quand la parole est rare, on écoute là véritablement. S'il s'exprimait tous les jours, voilà. Donc on assiste à un alignement de l'appareil de sécurité et de défense français autour tout de même d'un sujet majeur, qui est ce conflit de haute intensité. Ce qui est intéressant aussi dans le fond là, de ce qu'il dit, c'est que ce serait une défaite des Européens et non pas de l'Occident, ce qui marque clairement une césure avec les États-Unis. Alors, ça marque une césure, mais ça s'aligne aussi très clairement avec la position russe, puisqu'on est dans une conflictualité qui est au-delà de l'Ukraine, qui vise les Européens et l'Union européenne, et on voit bien qu'on a une forme de désarrimage relatif depuis l'arrivée de Donald Trump version 2 à la Maison-Blanche, d'une part, et puis la géographie est têtue, il se trouve que nous sommes les premiers en termes de voisinage direct. Vous avez réagi à cette formule qui avait été reprise déjà par Emmanuel Macron, mais sur les herbivores dans un monde de carnivores, et vous dites que ce sont finalement... Ce sont des mots qu'on avait retrouvés dans le discours russe, alors à plusieurs occasions où les Occidentaux sont dépeints, alors on l'a dit, ce côté chaotique préalablement, il y a toute l'approche de la décadence, on va opposer les valeurs traditionnelles à les valeurs occidentales, notamment d'inclusion, et là on va mettre en avant toutes les politiques d'inclusive, de genre, etc. Et souvent, l'idée de décadent et d'herbivore est reprise. Et là, on a cette opposition face à un pouvoir fort. Encore une fois, on est sur cette approche-là. Et la Russie poutinienne n'a strictement aucun intérêt à avoir une Union européenne qui soit solide, qui soit forte et qui soit unie. D'où un travail de division qui se fait de manière très régulière. Alors, dans ce contexte, il est important d'avoir une cohésion nationale et donc une prise de conscience des Français. C'est ce qu'a dit très clairement, encore une fois, Thierry Burkhardt. La Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là, elle est quand même présente. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français ? Je ne pense pas. C'est pas quelque chose qui est utile. En revanche, je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience. Ça faisait partie des nombreuses questions, Charline, imposées par les journalistes sur cette notion de danger imminent. Est-ce que les Français sont en sécurité ? Cette prise de conscience, est-ce qu'ils l'ont vraiment ? Enfin, on sentait qu'il y avait vraiment un test des journalistes à l'égard du chef d'état-major des armées pour savoir exactement où on en était. Mais c'est ça, c'est de savoir ce qu'il en est. L'une des questions d'ailleurs adressées au général, c'est de savoir est-ce qu'il y a un risque de guerre en Europe ? Et puis le général qui répond, mais le risque est déjà présent. Alors on n'est plus sur les guerres comme on a pu connaître avant. Nous ne sommes pas sur de la guerre de territoire sur ce coup-là, mais nous sommes vraiment sur des enjeux à défendre. L'Europe, vous en parliez, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette conférence de presse précède la revue nationale stratégique. Alors là, c'est Emmanuel Macron qui va redéfinir la position stratégique de la France. La dernière fois que ça a été fait, c'était en 2022, lors de l'invasion en Ukraine. Il faut aussi comprendre qu'on a franchi un cap, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 3 ans en arrière. La guerre a changé, la révolution
l'évolution technologique avec. Et donc là, il y a beaucoup d'entraînements, vous ne le savez pas, mais toute l'année, il y a des entraînements encore plus poussés avec l'OTAN en Europe pour aller s'entraîner face à la guerre de haute intensité. Tout est en train de changer et le rôle du général aujourd'hui, c'était de le faire comprendre de manière insidieuse. Non, demain, il ne va pas y avoir une bombe qui va arriver sur Paris. C'est pas ça l'enjeu de dire. Mais c'est juste simplement dire, il faut que la France ait les capacités à répondre parce que depuis la guerre froide, on avait coupé les budgets, réduit les hommes dans l'armée. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Ça fait un peu penser à un concours de saut à la perche. Vous savez, quand on monte la perche petit à petit, on passe de 5,90 m à 6,5 m. Et ben c'est ce qu'on a fait finalement. C'est ce qu'on fait depuis quelques semaines. On remonte donc le niveau de la perche pour obliger les Russes finalement à sauter plus haut. Ne pas oublier que dans le domaine de la perche, ce sont les Ukrainiens qui sont les meilleurs avec Sergei Oui, c'est Bubka. vrai, exactement. Je pensais à Sergei Bubka et on a eu Jean Galfion, nous, mais bon, c'était pas le record du monde. Il y a été beaucoup de questions du patriotisme russe et dans cette prise de conscience des Français, on sentait que le chef d'état-major des armées disait bon, cette prise de conscience, il faut vraiment faire bloc en quelque sorte. C'était ça aussi une partie de son il faut message. se remobiliser parce qu'on sort d'une grosse illusion. On a pensé que les 80 années qui venaient de passer étaient des années normales de l'histoire. On vit en paix, c'est normal, il n'y a plus de menaces et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on découvre, là, cette génération découvre qu'en fait ces 80 ans sont une exception dans l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu, moi je vous mets au défi de me trouver une période de l'histoire de France où il y a eu 80 années de paix consécutive. Ça n'existe pas. C'est les seuls. Et donc on a vécu avec cette illusion et finalement on s'est désarmé mentalement. À plus le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale où on est quand même devenu plus ou moins pacifiste, on voulait plus de guerre, etc. Mais on s'est désarmé. Donc effectivement, il faut une prise de conscience. Il faut absolument maintenant une remobilisation des esprits. Et c'est pas facile parce qu'on sort quand même d'une belle torpeur. Voilà. Donc, et il est temps maintenant de remettre le couvert. Moi, je remarque que dans le narratif, c'est très intéressant. On a quand même mis 3 ans pour accepter qu'on ait des alliés de l'Ukraine. Au début, on refusait absolument ce vocable. On leur fournissait des armes, mais on n'était pas impliqués, etc. Aujourd'hui, on assume d'être des alliés de l'Ukraine. Ça veut dire que petit à petit, on va... On est la cible numéro 1 aussi de Vladimir Poutine qui a dit tiens. Oui, aussi. Oui, absolument. Alors, comme toujours, le nerf de la guerre, eh bien, au sens propre, là, en l'occurrence, c'est l'argent. Qu'a dit, on va faire un état des lieux du budget, parce que c'est ce dont on parle en ce moment, et pas seulement pour la défense. C'est peut-être là où il va y avoir un problème. Oui, effectivement, Emmanuel Macron doit justifier ça ce dimanche, effectivement. Alors, petit état des lieux, vous l'avez dit. Voilà l'état général du budget alloué à la défense. Regardez, il est très clair. Une évolution constante. Et donc, actuellement, regardez, 2025, on est autour de 50,5 milliards d'euros, hors pension évidemment. Soit une hausse en fait de 3 milliards environ par rapport à l'an dernier. Alors pour info, ça représente bien 2% en fait du PIB, c'est à peu près ce que demande l'OTAN actuellement. On notera au passage que ce budget de la défense, il suit la loi de programmation militaire avec une enveloppe globale de 413 milliards d'euros sur 7 ans. C'est une augmentation qui est prévue d'ailleurs pour l'an prochain, plus 3,2 milliards d'euros et ça porte le budget à environ 53 milliards d'euros. Cette progression, elle s'inscrit dans la trajectoire de la loi de programmation militaire dont on a tellement parlé et qui vise donc à doubler le budget de la défense entre 2017 et 2030, Isabelle. Mais ça suffit pas tout ça. Et non, le compte n'y est pas, effectivement, Isabelle. Pour 2026, pour l'an prochain, donc Sébastien Lecornu, il demande 4 milliards d'euros supplémentaires. Augmentation totale donc de 7 milliards d'euros pour l'an prochain. 3,2 milliards prévus pour la loi de programmation militaire, plus 4 milliards qui viendraient s'ajouter donc à cela. Selon Sébastien Lecornu, pour répondre aux besoins croissants en fait face aux tensions internationales, c'est 100 milliards qu'il faudrait pour l'armée française. Regardez, il est clair qu'un horizon autour de 100 milliards d'euros par an constituerait le fameux poids de forme idéal pour les armées françaises. Mais la mutation à laquelle on assiste, en fait, la versatilité des États-Unis, par exemple, pousse aujourd'hui évidemment la France à assurer elle-même sa souveraineté. François Bayrou en a parfaitement conscience, c'est ce qu'il expliquait hier soir sur notre antenne. Le moment est si grave dans l'Europe entière, est-ce que le budget de la défense est pour ainsi dire en dehors ? Sacré, oui. Le budget de la défense, l'état du risque en Europe et l'état du risque dans le monde est tel que nous n'avons pas le droit de baisser la garde, même pour des raisons budgétaires.
Voilà. Alors le budget de la défense française, eh bien, il suit une trajectoire de forte hausse, évidemment, depuis 2017, qui atteint 2%, on l'a dit, du PIB en 2024-2025, mais ça reste bien en deçà des 3,5 que vise l'OTAN pour 2035. Alors l'arbitrage de dimanche, je vous le disais, à l'hôtel de Brienne, sera donc crucial pour ajuster la loi de programmation militaire, les demandes de Sébastien Lecornu et surtout pour faire face au contexte actuel. Oui, sachant que François Bayrou, lui, il va devoir présenter son budget mardi. Donc là, on assiste vraiment à une séquence extrêmement compliquée. Comme on dit souvent, ils sont sur une ligne de crête. Sur ce budget, ces demandes de Sébastien Lecornu, elles paraissent assez évidentes quand on voit la situation. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de sanctuariser le budget de la défense. Parce que souvent, là c'est l'ancien membre de cabinet ministériel qui parle, on a vu au fil des budgets la défense être un petit peu le parent pauvre et souffrir des différents arbitrages budgétaires, alors que là, voilà, ça va être sanctuarisé, fixé dans le temps, avec un objectif de 100 milliards. Maintenant, le débat qui va se poser, ça va être l'affectation de la dépense. Comment va-t-on affecter cette dépense militaire? Quels vont être les grands choix stratégiques qui vont être faits? Est-ce qu'on va aller vers de la massification? Est-ce qu'on va aller plutôt vers de la très haute technologie? Est-ce qu'on va maintenir notre effort en matière de force spéciale? Voilà, ça va être le grand débat certainement qui va agiter les armées et qui va bouillonner au sein des armées au cours des 5 prochaines années. Vous disiez tout à l'heure, Général, qu'au fil des années, on s'est désarmé, littéralement, et c'est ce que dit aussi Sébastien Lecornu dans un entretien paru dans Valeurs Actuelles, où il déplore l'abandon par les gouvernements successifs, notamment dans les années 2000 de la défense française. Regardez ce qu'il dit: je n'arrive pas à comprendre comment le budget des armées a pu tomber si bas sans créer plus de polémiques. Nous étions rendus à 32 milliards d'euros en 2017 sur 1500 milliards de dépenses publiques. Et c'est vrai que ça s'est fait sans que personne ne bouge, parce que c'était plus d'actualité. Il n'y avait pas de menace, tout le monde s'en foutait. Et c'est quand même la vérité. Et en fait, moi j'entendais des choses dans les années 2005-2007, c'est les époques Morin, là, vous savez, où on a perdu 50 000 hommes d'un seul coup, comme ça, il a décapité l'armée française, Hervé Morin, que finalement, c'était la première fois dans l'histoire où l'armée n'était plus nécessaire à la survie de la nation. Jusque-là, il y a toujours eu des menaces existentielles. On disait, l'armée, c'est le pilier, c'est la survie de la nation, c'est le pilier de la République, etc. Et là, pour la première fois, on nous expliquait que l'armée n'est plus nécessaire à la survie de la nation. Donc il était normal d'aller dépenser ailleurs. On est tombé de 31 milliards, on est remonté à 50,5 cette année, mais on est quand même tombé à 31 milliards. Moi, je peux vous dire, avec le recul, qu'on vivait comme des clodos. Ça, c'est la vérité. Mais oui, comme des clodos. Décidément, voilà. L'armée a décidé de parler de traquage. Oui, non, mais moi, j'ai toujours exprimé comme ça. C'est la vérité. Ces années-là sont des années criminelles sur le plan de la baisse des effectifs et sur la baisse des crédits. Et le premier qui a remis ça, qui a tenu la loi de programmation militaire, c'est quand même Emmanuel Macron depuis 2017, et avec le Lecornu, qui est, à mon avis, un grand ministre des Armées. On a été irresponsable ou naïf ? En fait, on avait une hiérarchisation des menaces qui était plus du tout la même. Vous allez, vous travaillez votre budget de défense en fonction de ce que vous estimez être la menace la plus probable à arriver. Or, sur la hiérarchisation des menaces, rappelez-vous, on était sur quoi? Sur de la menace terroriste, sur finalement de la projection sur du temps très court en opération extérieure, et on n'était pas du tout sur le type de conflictualité que l'on voit aujourd'hui sur le territoire ukrainien. On a rebattu les oreilles avec le retour de la guerre de haute intensité sur le territoire européen géographique. Donc on n'est pas du tout sur la même approche. Et là, on s'est aperçu que les choix qui avaient été faits drastiques, comme cela a pu être dit, sont plus adaptés à ce que l'on va avoir aujourd'hui. Et en plus, on fait face à une guerre en Ukraine qui mélange à la fois quelque chose de très traditionnel, si j'ose dire. On va être sur une guerre, on a eu des tranchées, on a de l'artillerie, on a des besoins en obus de 155 qui sont extrêmement importants. Et en même temps, vous allez avoir énormément de nouvelles technologies, les drones, qui ont été d'ailleurs qu'on avait vu en Abrasie, mais là qui ont vraiment participé à changer le profil de la guerre. Maintenant, vous avez les drones à fibre optique qui ont beaucoup fait parler d'eux. On va parler d'ailleurs. On a vraiment cette approche-là, et en plus, on voit qu'on a une évolution qui est extrêmement rapide de ces technologies-là, ce qui demande beaucoup d'agilité, ce qui est quelque chose qui est extrêmement compliqué à intégrer dans une institution de manière générale et dans une industrie qui a besoin d'avoir une planification financière de l'autre, d'où le besoin d'avoir des approches beaucoup plus start-upeuses
et de penser autrement, non seulement les budgets, mais comment on va les allouer, comment on va faire cette gouvernance-là. Donc on est vraiment sur une situation qui est un petit peu tous azimuts. Général Nicolas Richoux, ne vous étouffez pas, j'ai besoin de votre éclairage et nous avons tous besoin d'éclairage pour qu'on fasse un point. Alors Sébastien Lecornu qui a quand même rappelé que la France était une grande puissance militaire. Néanmoins, on manque de choses. De quoi manque-t-on précisément? Peut-être de munitions? On manque effectivement de stock de munitions, mais pas seulement. Alors les munitions, effectivement, c'est très important. Et d'ailleurs, le général Burkhardt a rappelé dernièrement qu'il préférait des VAB. Vous savez, le VAB, c'est l'engin qu'on a livré à l'Ukraine, qui date des années 60, qui préférait des VAB, des soldats partir à la guerre en VAB, mais bien équipés avec les munitions, les stocks pleins, plutôt que des engins de dernier cri, mais où il y a la moitié de la dotation qui manque. Donc il manque déjà des munitions. Mais quand ils ont dit qu'il manque de munitions, il manque aussi beaucoup de pièces détachées, bien souvent, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas bien à réparer nos blindés. Mais alors voilà. sur les munitions, c'est parce que c'est trop long à produire? Mais c'est parce que c'est un problème industriel. Si vous voulez, les industriels, ils vont monter des chaînes de production à partir du moment où il y a des commandes. Sinon, ils n'en montent pas pour vous faire plaisir. Oui. C'est une logique économique. Donc si vous ne leur commandez pas, on n'a pas commandé des scalps pendant 10 ans. Qu'on va recommencer à produire avec les Britanniques. On recommence à produire aujourd'hui, mais on n'a pas commencé pendant 10 ans. Les chaînes se sont arrêtées. Oui. Avant la guerre d'Ukraine, on produisait 25 000 obus par an. C'était juste pour nos besoins dans les camps de manœuvre ou pour aller un peu au Mali quand on tirait un obus ou deux. Mais c'était absolument pas des besoins pour une guerre de haute intensité. Alors les obus de 10 à 20 mois pour les fabriquer. Les missiles RR, les météores qui sont portés par les Rafales, 36 mois. Voilà. Donc 3 ans quand même. Ben absolument, oui. Et puis alors, là, encore plus, 4 à 5 ans. Ben voilà, donc c'est parce qu'on a descendu, je dirais, les capacités de production de manière trop basse, si vous voulez, et donc on se retrouve dans des conditions où on n'est plus capable de fournir rapidement. Mais pour monter ça, il faut monter des usines, il faut avoir des techniciens, il faut être capable, ça veut dire ça ne s'improvise pas en 30 secondes. C'est une logique industrielle. Si vous remettez par exemple une chaîne de production, il faut aussi que les industriels puissent emprunter, qu'on leur prête pour l'industrie de défense, pour qu'ils puissent remonter tout ça. C'est des mois, c'est des années. Et donc ces mois et ces années ne sont pas en rapport avec l'immédiateté des besoins sur le front. On a besoin aussi de reconstituer le stock de matériel. Et c'est là où on en vient avec cette question des pièces détachées. Alors, vous pouvez nous expliquer, parce que vous, c'est l'armée de terre. Hein, voilà. Donc, en fait, 222 chars, vous avez la totalité des chars de l'armée française, qui sont répartis en 2 brigades. Moi, j'en ai commandé une. Vous voyez, j'avais la moitié des chars de l'armée française à l'époque. Oui. Donc, c'est une centaine, c'est ça? Oui, une centaine. J'avais une centaine de chars. Mais si vous le mettez en rapport avec les 5 ou 7 000 chars qui ont été détruits chez les Russes, en tous les cas, depuis le début de la guerre, vous voyez les besoins que l'on a. Et on voit bien qu'on est une armée échantillonnaire et que les chars Leclerc, eh bien... Échantillonnaire, vous dites, c'est ça? Oui, on est vraiment au stade de l'échantillon? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une très grosse qualité, c'est qu'on a gardé les savoir-faire dans tous les domaines. On a absolument abandonné rien, à part peut-être le fusil d'assaut maintenant qu'on commande chez les Allemands, mais tout le reste, on est capable de le produire. C'est-à-dire qu'on a gardé cette capacité de veille industrielle en période de vache maigre. 31 milliards, souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, 31 milliards. Donc on ne pouvait pas commander des pièces détachées comme ça, on ne pouvait pas commander des missiles, on ne pouvait pas commander des obus. Donc, vous voyez... Et là, on change de braquet, et là, on est dans une... Mais là, on ne massifie pas. Oui. Je veux dire simplement, il faut bien comprendre une chose, c'est que les 2% qu'on a atteints, on est à 50,5 milliards d'euros. 2% du PIB. Et le Sébastien Lecornu, on nous dit on a besoin de 100 milliards. Est-ce que vous imaginez qu'on va déjà doubler le budget de l'armée, des armées, ce qui ferait 3,5% du PIB. Donc il faudrait le doubler. Mais aujourd'hui, on a atteint les 2%, mais c'est un rattrapage. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de combler... En crash, j'allais dire. Mais on est très loin du compte. De tout ce qu'on n'a pas fait les années d'avant. Mais si vous voulez avoir un modèle plus étoffé, plus technologique, maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir monter en gamme. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Par comparaison, 2% du PIB en France, les Russes sont à 8%. Ils en sont à 6 ou 8%. Oui, c'est ça, selon les chiffres. Voilà, donc, les munitions, on en manque. Il y a les pièces détachées, donc le renouvellement de matériel, c'est aussi un sujet. Puis il y a la question des hommes. Alors, sur les effectifs...
Quel est l'état de l'armée française? Alors, sur les effectifs, disons que ça va pas trop mal. Nous, on a 263 000 hommes, c'est avec les civils. Hein. D'accord. Ouais, non, oui. Mais là, c'est l'armée en général. Je crois que militairement, on doit avoir 205 000 hommes, et puis le reste, ce sont... Oui, c'est personnel civil, c'est à peu près 23%. Et ce sont des civils. Le problème, c'est qu'on a besoin de toujours plus d'hommes. Et donc, il est à peu près illusoire de refaire la conscription, parce qu'une classe d'âge, c'est 900 000 hommes. Et 900 000 hommes, ça fait 900 régiments à 1000 hommes. Est-ce que vous imaginez créer 900 régiments à 1000 hommes? Donc, dire qu'on va embaucher, qu'on va faire un service national universel à tous les jeunes Français, à mon avis, c'est illusoire. La solution, c'est véritablement la réserve. Et là, je suis absolument en phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir 45-50 000 réservistes et on veut monter à 100 000 dans les années 2032, quelque chose comme ça. Donc, on a besoin de 100 000 réservistes pour pouvoir monter en puissance. Mais là, on n'a pas réglé le problème de la massification, parce que les blindés que vous avez montrés tout à l'heure, à aucun moment, il est prévu de créer à nouveau des régiments, de massifier notre armée. Il est question simplement de l'étoffer, de la rendre plus moderne, de la rendre bien équipée, mais pour le moment, pas d'augmenter les effectifs. Merci pour cet état des lieux détaillé, général. Peut-être une réaction sur ce service national qui faisait partie des pistes et qui sera vraisemblablement abandonné. Enfin, peut-être que je vais trop vite en besogne, a l'air de dire Charline. Le président avait chargé le ministre Lecornu et le général Burkhardt de plancher sur cette question. Il y a une proposition qui a été mise sur la table et on verra dimanche soir ce que le président tranche. Alors en effet, le service militaire universel, peut-être pas comme cela d'un coup. Il faut encore une fois préparer un petit peu les populations si jamais il devait être mis en place. L'enjeu, c'est évidemment la réserve, mais il va y avoir quand même en principe des annonces qui vont être faites à ce sujet avec une prise de conscience nationale, je vais y arriver, qui est extrêmement importante. Je pense que c'est aussi un objectif. Alors, la question en tout cas, et après je me tournerai vers vous, Vincent Crouzet, mais elle a été posée par Grégory Phillips de notre service international LCI tout à l'heure pendant la conférence de presse. Écoutez. Vous évoquiez la question très importante de la cohésion nationale. On voit qu'en Europe, certains pays réfléchissent à rétablir, par exemple, un service national sous différentes formes. Est-ce que vous, en tant que chef d'état-major, c'est une piste qui vous semble intéressante à explorer ou non? Sur ce dont vous parlez, vous étiez probablement au vœu du président de la République. Il a demandé au ministre des Armées et au chef d'état-major des Armées de lui faire des propositions dans ce domaine-là. Ces propositions ont été remises et donc le président de la République prendra cette décision. Voilà, donc on n'en saura pas plus pour l'instant. Vincent Crouzet, votre regard sur ce besoin d'effectifs? Évidemment, il est considérable. La piste de la réserve est très importante, parce qu'elle permet de créer justement cet esprit de cohésion entre la défense, le militaire et puis le civil, et d'impliquer les civils dans l'esprit de défense. J'étais très frappé par un sondage de septembre dernier ou octobre dernier, dans lequel 65% des jeunes Français s'estimaient prêts à s'engager. Oui, il y a eu une recrudescence, effectivement. J'ai trouvé ce chiffre tout à fait étonnant et enthousiasmant. Donc pouvant effectivement accompagner une initiative d'un nouveau service national qui ne serait pas un service national contraint, qui serait peut-être sur la forme du volontariat. Néanmoins, les armées aujourd'hui n'ont pas l'architecture nécessaire pour accompagner ce service national qui serait de grande ampleur. Et puis il faut corriger toutes les tares du passé. Parce que moi je me souviens de la fin du service national et de la conscription, donc c'était à la fin des années 90, qui était vraiment en voie d'épuisement. Il faut retrouver justement sur le plan de la communication. Parce qu'à partir du moment où on fait des études, on échappait à tout. Oui, et cette séquence contribue à effectuer ce mouvement de bascule. Merci beaucoup, Vincent Crouzet. Vous restez avec nous dans un instant. Nous verrons comment les nouvelles technologies bousculent les armées, changent le visage de la guerre. IA, drone kamikaze, théorie quantique. La France se prépare aussi au futur. À tout de suite. Le grand dossier continue avec toujours cette question. La France est-elle une cible prioritaire de Vladimir Poutine? Le chef d'état-major de nos armées a évoqué toutes les formes de menaces et notamment la guerre du futur. Les Russes ont déjà commencé. Écoutez. Les agressions sont caractérisées aussi dans d'autres champs et d'autres milieux. C'est vrai dans l'espace. Alors c'est quelque chose qui est très loin de l'espace. Pour autant, les manœuvres de satellites russes, soit pour gêner nos trajectoires de satellites, soit pour s'approcher pour les brouiller, soit pour s'approcher
pour les espionner, quelque chose qui est en fait un peu la vie de tous les jours dans l'espace. On a aussi des indices, et vous en avez entendu parler, de volonté de militarisation dans l'espace avec l'introduction de satellites spécialisés. Charline Hurel, il y a vraiment cette volonté de pédagogie du chef d'état-major des armées, et c'est vrai que l'espace, ça semble très loin, et pourtant c'est là où tout joue, ça va jusque dans nos téléphones, et c'est de ça dont il parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'armée de l'air et de l'espace, depuis plusieurs mois maintenant, mise beaucoup sur une stratégie dans l'espace, parce qu'en effet, là aussi, on a été devancé. Il faut quand même se rappeler que la guerre en Ukraine, lorsqu'elle se déclenche, elle se déclenche aussi par des destructions de satellites, les Russes qui font ça, donc c'est extrêmement important, et vous comprenez bien qu'à partir du moment où on touche certaines choses dans l'espace, en fait, il y a absolument tout qui peut être déstabilisé, que ce soit dans les réseaux téléphones, etc. Évidemment, la communication étant le nerf de la guerre. Cette guerre du futur, on est déjà dedans, Général ? Oui, absolument. Normalement, l'espace ne doit pas être militarisé, mais à partir du moment où vous avez des satellites militaires d'observation et de télécommunication, vous êtes déjà quand même dans la militarisation. Alors, maintenant, déjà, le droit international est complètement balayé. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il commence à y avoir des satellites tueurs. On a trouvé des satellites à proximité des nôtres qui sont là, qui sont comme des astres morts et qui attendent l'horreur pour pouvoir détruire. On a vu aussi que les Russes ont fait un test de destruction de satellites alors qu'il y avait des gens dans l'ISS et que ça a fait un tollé international parce qu'ils ont mis en danger la vie des astronautes. Donc effectivement, on y est déjà. C'est-à-dire qu'au-delà des 20 km, je crois, 20 km qui sont l'espace aérien traditionnel des nations, ensuite, c'est une espèce de zone de non-droit. Voilà, de vide. Espace extra-atmosphérique. Voilà, on ne sait pas à qui ça appartient. Et donc là, c'est un peu Wild West, donc l'Ouest sauvage. Et donc je pense qu'on va véritablement vers la militarisation de l'espace, malheureusement. Il y a une compétition mondiale où on ne peut pas être en reste, la France, et il y a l'intelligence artificielle qui domine beaucoup de débats aujourd'hui sur la guerre. Même si on parle des satellites, puisque on a plusieurs niveaux dans lesquels on va envoyer des satellites. Il y a les couches basses, on en a beaucoup entendu parler avec Starlink, qui commencent à être, je vous dirais pas comme le périphérique aux heures de pointe, mais quasiment. C'est-à-dire que on a vraiment une densité qui est très forte, et cette densité, elle est tellement importante que gérer justement les trajectoires satellitaires, les lignes de communication et ce genre de choses-là ne peut plus se faire de main d'homme. Donc on va le travailler comment ? Avec de l'intelligence artificielle. Donc ne serait-ce que là-dessus, on a tout un travail qui va se faire. Et là se pose la deuxième question, c'est du chiffrement de vos communications. Et là, on va notamment pouvoir retrouver des questions de quantique avec du chiffrement qu'on va autoriser par clé quantique. Alors, la théorie quantique, Emmanuel Macron l'a évoqué, il en est question, mais c'est vrai que c'est un concept très compliqué. Alors, si on coupe très fortement dans les virages, et pour être au plus simple possible, donc les puristes me pardonneront, vous êtes sur un changement de paradigme de l'informatique, donc vous allez complètement changer la façon dont vous allez travailler. On n'est plus sur un système binaire, mais on sera sur un système en couche, ce qui change toute la nature, notamment du chiffrement. Ça pourrait être en capacité de casser des chiffrements que l'on a sur l'informatique traditionnelle, et c'est pour ça que si on travaille sur des clés quantiques, donc qui fonctionneraient avec une forme d'informatique quantique, eh bien on aurait quelque chose de beaucoup plus robuste, de beaucoup plus résistant. Pour cette pédagogie, la France est performante dans ce domaine ? On a des pépites qui sont là-dessus. La question, c'est d'être en capacité de continuer et à les financer et à pousser et à le développer. Pour revenir sur le satellitaire, vous avez aussi un autre enjeu, c'est que, sans vouloir paraphraser des films blockbusters, personne ne vous entendra crier, c'est vrai, mais personne ne vous arrêtera non plus. Le problème, c'est que si vous faites une destruction, quelle qu'elle soit, vous allez avoir des débris, et vos débris, ils partent dans toutes les directions et vous ne savez pas les arrêter. Ce qui fait que vous pouvez avoir de la destruction en chaîne, ce qui est beaucoup plus compliqué. Poser des problèmes sur de la direction, faire du brouillage, c'est beaucoup plus sûr. Il y a des travaux qui se font notamment pour arriver à quasiment faire de la destruction par laser qui sont extrêmement coûteux. La Chine est rentrée aussi dans la course de la destruction satellitaire. Ça, ce sont des choses que l'on peut voir. On a un véritable enjeu. L'intelligence artificielle, on en a déjà dans un certain nombre de systèmes d'armes qui vont être utilisés. Là, la question, c'est notamment de se porter sur de la robotisation, sur de l'IA qui permettrait de faire de la gestion d'essaims de drones, c'est-à-dire des drones de différentes tailles,
taille, qui vont être en masse comme des abeilles, donc en essaim très dense. Alors Charline, on observe beaucoup cette guerre des drones et notamment l'ingéniosité des Ukrainiens dans ce domaine. Nous, on a pris du retard, mais ça y est, on a un drone français qui va arriver, c'est le MX-10 Damoclès. On va observer la bestiole, si je puis dire, mais en tout cas, cette guerre des drones, c'est ça qui a vraiment changé dans la guerre et qu'on observe très clairement tous les jours en Ukraine. Oui, c'est cela, la guerre de haute intensité qui est en Ukraine, les tranchées, la guerre d'avant, avec cette guerre ultra moderne. La France, évidemment, regarde cela, apprend beaucoup. Alors la France, les drones les utilise depuis quand même plusieurs années. On a beaucoup de recherches qui sont faites. La seule chose, c'est que lorsqu'on est en guerre, et ce qu'on a pu observer chez les Ukrainiens, lorsqu'on est en guerre, tout va très vite. Les licences sont données plus rapidement parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Il faut mettre le drone tout de suite en exercice. Là où aujourd'hui, la France est tout de même, on est sur un territoire en paix, et donc on doit passer des certifications. Ces drones-là sont extrêmement importants parce que c'est ce qui va véritablement changer le cours de la guerre. Et le seul problème qu'il y a, et ce qu'on a constaté d'ailleurs en Ukraine, c'est que la technologie évolue, mais d'heure en heure. Il faut le voir. Et quand on dit technologie, ça veut dire des meilleurs drones qui sont produits d'heure en heure, mais des brouillages aussi par l'ennemi. Et donc tout ça est très compliqué. La France, évidemment, regarde ça avec beaucoup d'attention. Général Richaud, on est toujours dans la course ? On a pris du retard, nous, en drone, parce qu'on n'a pas pris la mesure de la guerre des drones qui viendrait, et surtout de ces drones low cost produits en masse qui permettraient de changer la donne. Les drones, ça existe. Moi, il y en avait quand je suis entré dans l'armée en 1980. C'était des espèces d'avions, comme des lances de V1, si vous voulez. On les laissait en l'air, ils prenaient des photos ou bien des films, et puis après, il fallait développer les photos, les films, etc. Et longtemps, on est resté sur simplement l'observation et la reconnaissance, et puis le renseignement. Et aujourd'hui, on est ailleurs. Et on s'est complètement planté, à mon avis, quand on a commencé à produire l'Eurodrone, l'Euromal, avec les Allemands, un gros avion sans pilote avec 2 moteurs, etc. Pendant que là, vous voyez, là, maintenant, on a un drone 500 grammes, etc. Ça doit coûter peut-être 1 000, 2 000 euros, un truc comme ça à produire, je ne sais pas. Mais ça ne coûte pas plusieurs millions d'euros. Nous, jusqu'à présent, on avait la vision du Predator, finalement, c'est-à-dire un avion sans pilote qui balance du missile de croisière. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Si on veut en produire 4 à 5 millions dans une guerre par an, eh bien, il va falloir qu'on produise ce genre de... Et on est précisément en train de changer de braquet. On verra les annonces peut-être dimanche soir à la veille du 14 juillet d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup à tous les trois.